Une première opinion, c'est de dire non, il ne faut pas que les femmes puissent faire de la science et de la médecine, parce que si les femmes ont des connaissances, tout simplement, elles vont avoir tendance à vouloir faire moins d'enfants. Peut-être qu'elles vont moins s'occuper de leur mari, peut-être surtout qu'elles vont se mettre à revendiquer un certain nombre de choses, plus de pouvoir, le droit de vote, et donc voilà que finalement pour la paix des ménages, c'est souvent ça qui est mis devant, la femme doit rester à la maison, etc. Et donc que si elle fait de la science et ou de la médecine, elle risquerait de mettre en cause son rôle traditionnel. La FBM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Je me présente, moi c'est Nathalie Isors et je vais vous guider dans cet épisode, accompagnée par l'historienne Aude Fauvel. Je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des humanités en médecine, qui est un institut qui a la particularité d'appartenir à la fois à l'Université de Lausanne et au CHUV. Et avec elle, on va faire un voyage temporel dans l'histoire des femmes scientifiques et des femmes médecins. Au Moyen-Âge, il y a des femmes dans les sciences et dans la médecine. Il y a eu des femmes médecins très célèbres, Trotula de Salerne par exemple. Une vraie femme médecin à l'époque médiévale ? Incroyable ! Mais alors, les femmes ont-elles ensuite été oubliées ? Alors à mon sens, on ne peut pas parler d'oubli parce que l'oubli, ça sous-entend qu'on ne peut pas se souvenir ou qu'on n'a même aucune possibilité de se souvenir. Mais je pense par contre qu'on peut dire plutôt que les femmes ont été refoulées, effacées, ou en tout cas que leur rôle a été minimisé dans l'histoire des sciences et de la médecine. Ça c'est assez clair, oui. Paradoxalement, c'est à une époque plus récente, au XIXe siècle, que les femmes se sont vues évincées du monde de la science et de la médecine. Mais, en réponse à cela, certaines d'entre elles décident d'expérimenter à la maison. C'est ce qu'on appelle les amateurs, les amatrices de sciences. Dans l'immense majorité des pays, c'est tout simplement quasi impossible d'aller à l'université. Donc là, ne reste que la possibilité de faire de la science en amatrice. Et là-dedans, eh bien, les femmes font toutes sortes de choses. Par exemple, beaucoup de femmes, en fait, vont observer leurs enfants et reporter les observations qu'elles font sur leurs enfants. Aujourd'hui, on parlerait de recherche collaborative auprès des mères au foyer. Un autre moyen au sein des sciences ménagères, mais il y a des femmes qui, dans le cadre de la cuisine, ont finalement expérimenté des choses qui ont servi en chimie ou en biologie. Psychologue, chimiste ou biologiste, cela me fait penser à un livre passionnant de Bonnie Garmus. Ce livre raconte l'histoire d'une femme qui monte son propre laboratoire à domicile et explique lors d'un show télévisé la chimie qui se cache derrière les recettes de cuisine. Ne dit-on pas que la cuisine c'est de la chimie ? D'ailleurs, la cuisine moléculaire n'est-elle pas devenue à la mode de nos jours ? Dans ce même registre, Aude Fauvel me raconte l'histoire de Fanny Hess, qui a vécu à la fin du XIXe siècle. Initialement, la boîte de pétri a été inspirée par une femme qui était en fait une biologiste, qui a des ascendants a priori suisses. On lui a dit, mais finalement, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que certaines de tes préparations culinaires restent stables et qu'elles soient un peu sous forme de gelée ? Puis elle a dit, j'utilise par exemple l'agar-agar, etc. On a fini par s'inspirer finalement de ces connaissances qui viennent de la cuisine pour faire des boîtes de pétri qui sont toujours utilisées à l'heure actuelle. Ah, la boîte de pétri. Cette petite boîte ronde, fine et transparente dans laquelle on met une pâte gélifiante qui a tous les nutriments pour faire pousser des bactéries, des champignons, des parasites et tant d'autres petites choses vivantes. Ça me rappelle quelques vieux souvenirs de microbiologie. Les expériences à la maison, ça n'a pas été le lot de toutes les femmes intéressées par les sciences au XIXe siècle. Aude Fauvel nous rappelle que la Suisse a été pionnière dans l'ouverture des études aux femmes, d'abord en médecine, puis dans les autres disciplines, ce qui fera la une de la presse et vaudra à la Suisse d'être critiquée par l'Allemagne. Et les Suisses répondent. Pendant la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale, ils vont notamment mettre des femmes, médecins et infirmières à disposition des Français contre les Allemands, qui est une manière de répondre aussi en leur disant, regardez, vous avez bien tort de ne pas mettre des femmes sur les champs de bataille parce qu'en fait, elles sont vachement efficaces. Un sacré pied de nez à l'Allemagne. Du coup, ça va faire que la quasi-totalité de toutes les premières femmes médecins du monde entier ont été formées en Suisse avant 1905.
Et ça veut dire aussi que les universités suisses ont été très hautement féminisées. On n'a pas eu ces chiffres dans d'autres pays avant les années 60, 70 du XXe siècle. À savoir qu'elles avaient toutes dépassé la parité. On est à plus de 50% de femmes dans toutes les facultés médicales suisses en 1900. Et à Genève, on est presque à 80% de femmes sur la population de la faculté de médecine. C'est pour ça qu'on va parler du féminisme médical suisse. C'est une période qu'on appelle la Belle Époque. Aujourd'hui, en Suisse, plus de 60% des personnes inscrites dans les filières de médecine et de pharmacie sont des femmes. Comme nous le disait Aude Fauvel, au début du XXe siècle, les femmes représentaient déjà plus de la moitié des effectifs. À la Belle Époque, la Suisse faisait donc bien mieux que le reste de l'Europe. Et pourtant, j'ai beau chercher, je ne retrouve pas de nom de femme médecin de cette fameuse période. Je crois que je me souviens plus de mes cours d'histoire. Mariam Wöcklin, qui est une des premières Suissesses à devenir médecin, va réussir à lever des fonds pour monter une sorte d'hôpital qui maintenant est devenu public, spécialisé dans le traitement des femmes, qui existe toujours aujourd'hui. Mais que s'est-il passé pour que la Suisse minimise finalement la contribution des femmes dans les avancées médicales ? Alors bon, c'est vrai que déjà, il y a eu une Première Guerre mondiale, ensuite une crise économique, ensuite une Seconde Guerre mondiale. Et il est vrai que beaucoup d'héritages de la Belle Époque vont être tout simplement enterrés par ces divers événements, que très largement la Belle Époque est accusée plus tard d'avoir causé en fait. Il faut construire une autre société parce que visiblement ça n'a pas fonctionné. Peut-être que tout ce qui a été fait avant 1914, il faut juste le passer sous le tapis et passer à autre chose. Alors ça, c'est des explications qui valent dans n'importe quel pays autre que la Suisse, bien entendu. Et hop, au placard. Ni vu, ni connu. Et pourtant, les femmes ont grandement contribué aux innovations médicales. Cette thématique est au cœur d'un projet de recherche d'Aude Fauvel, qui nous livre quelques exemples. Donc elles innovent en santé publique, elles vont s'investir notamment dans tout ce qui est hygiène, anti-alcoolisme. Elles mettent en avant des campagnes de prévention. Et puis un deuxième champ beaucoup moins connu, mais c'est important, et ça c'est quelque chose que notre projet, je pense, apportera. Les femmes sont très innovantes en chirurgie. Il faut savoir que la toute première femme urologue formée, ça a été à Lausanne par César Roux, 1899. Et César Roux, qui a dit, c'est Vera de Berlot-Serov, la plus grande femme chirurgien que j'ai jamais vue. Mais à partir de la Suisse, autour de César Roux, il n'était pas le seul. Et il y a eu un ensemble de chirurgiens, de chirurgiennes, notamment en ophtalmologie, mais pas que, qui ont dit mais les femmes ont des particularités tout simplement physiques aussi, des petites mains, mais elles ont une imagination en termes de chirurgie que n'ont pas forcément les hommes. Et en particulier, les femmes ont peut-être des idées d'intervention et de gestes chirurgicaux moins invasifs que les hommes. En résumé, les femmes ont apporté leur pierre à l'édifice dans les domaines de la santé publique et de la chirurgie, mais pas seulement. Elles sont aussi pionnières en ophtalmologie, donc là on a un lien franco-suisse très clair, de femmes qui viennent se former à l'ophtalmologie chez la professeure Gourfin-Welt à Genève et qui repartent. La première femme chef de l'hôpital des 15-20 en France, c'est la professeure Suzanne Schiff-Wertheimer, oubliée aujourd'hui en France, connue aux États-Unis, avec là aussi des gestes d'intervention en ophtalmologie qui ont été créés par des femmes dont on ne sait pas ou plus grand-chose aujourd'hui. Autre domaine, et ça on s'y attend, la chirurgie reconstructive. Mais si c'est né par des demandes esthétiques, ce sont des connaissances qui vont être bien utilisées et très utiles après la Première Guerre mondiale pour tout ce qui est reconstruction faciale des soldats victimes de ce qu'on appelle les gueules cassées. Et là, ce sont des techniques qui sont beaucoup favorisées par certaines femmes chirurgiennes, notamment Madame Suzanne Noël, grande pionnière de la chirurgie et un petit peu connue aujourd'hui, mais sans doute pas tant que ça, et dont certains gestes ont été récupérés par ses collègues qui ont eu l'idée de les breveter. Les femmes ont aussi été effacées de l'histoire de l'ophtalmologie et de la chirurgie reconstructive. Et qu'en est-il de la gynécologie ? Nous avons des exemples de forceps qui ont été utilisés à la maternité encore jusque dans les années 40-50. On ne peut pas le dire autrement, c'est un cric de voiture. C'est un truc qui fait pas loin de 30, peut-être même 40 cm de long en ferraille. Ce qui veut dire que tout ce qui était descente d'organes, qui était considéré jusque dans les années encore 60 comme étant des conséquences presque normales d'un accouchement par voie basse, n'était pas considéré par les premières femmes médecins comme une conséquence
normal d'un accouchement par voie basse. Elles sont les premières à avoir conseillé d'utiliser non pas des forceps, mais d'autres types de facilitateurs en cas de problème. Ça a été les premières aussi à dire que pourquoi est-ce que les femmes devaient accoucher les pattes en l'air. Il est plus que probable qu'on n'accoucherait pas de la même manière dans les maternités à l'heure actuelle si les femmes médecins avaient été en position de pouvoir. Des femmes médecins qui innovent et qui, en plus, forment d'autres femmes pour les aider. Bien évidemment, qu'une des suites logiques, c'est aussi cette idée qu'il fallait éduquer les femmes, donc former des infirmières. Et que ce soit plus des infirmières totalement inféodées à un médecin qui juste prennent leurs ordres, ou bien des infirmières qui sont religieuses. Mais beaucoup de ces femmes médecins se sont investies dans la formation infirmière et ont fondé certaines des grandes écoles infirmières qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. En parlant de sciences infirmières, elles font partie des 3 grandes filières de notre faculté, avec la médecine et la biologie. J'ai donc demandé à l'historienne de me conter 3 récits de femmes fortes et résilientes qui incarnent bien ces 3 disciplines. Mary Seacole, Charlotte Olivier et Rosalind Franklin. Mary Seacole était une infirmière jamaïcaine qui s'est engagée auprès du gouvernement britannique durant la guerre de Crimée dans les années 1850. 100 ans plus tard, Rosalind Franklin, une biochimiste anglaise, découvre la structure en hélice de l'ADN. Découverte volée par messieurs Watson et Crick et qui leur a valu en plus le prix Nobel de médecine en 1962. Et Charlotte Olivier ? Pile entre les 2 femmes précédentes. Sa période d'activité s'est étalée de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 40. Charlotte Olivier ? Ah, mais je connais bien ce nom. C'est un auditoire du CHUV à Lausanne. Mais son histoire, jamais entendue avant de discuter avec Aude Fauvel. Donc Charlotte Olivier, elle est très représentative en fait de ces premières femmes médecins pionnières dont on a parlé tout à l'heure, puisque en fait elle est née Charlotte von Meyer. Elle est d'origine prussienne. Elle a été élevée en partie dans ce qui s'appelle aujourd'hui la Pologne. Elle a fait des premières études en Russie. Et puis comme beaucoup de femmes qui voulaient devenir médecins, finalement elle s'est rendue compte qu'il fallait aller à l'endroit où en fait toutes les femmes médecins étaient formées et où on pouvait suivre des études complètes, c'est-à-dire également l'internat, c'est-à-dire devenir médecin assistant, à savoir en Suisse, et elle est allée à Lausanne. Et Charlotte von Meyer, c'est aussi une des assistantes de César Roux. Ah, César Roux, un autre auditoire bien connu du CHUV. Le plus grand d'ailleurs. Mais revenons à Charlotte Olivier. Elle a été formée chez César, très grand chirurgien, et ça a fait justement polémique à l'époque. Les collègues masculins de Charlotte n'ont pas beaucoup apprécié que ce soit elle qui soit l'assistante de César Roux, mais finalement les choses sont rentrées dans l'ordre, et notamment parce que de la vie de sa consoeur Vera Bielosserov, première urologue dont j'ai parlé tout à l'heure, elle avait un caractère très, en tout cas quand elle était assistante de César Roux, très effacée, très timide, elle se mettait pas tellement en avant, donc finalement les hommes se sont dit bon, elle va pas trop faire carrière, elle nous embête pas tant que ça. Et dans un premier temps, effectivement, elle ne semble pas avoir eu des forcément grandes ambitions. Elle a un peu exercé et elle s'est mariée à un Suisse et elle avait, un peu comme beaucoup de femmes de cette époque, envie également de travailler dans un cabinet privé. Sauf que son mari, donc Eugène Olivier, est tombé malade de tuberculose. Et là, il s'est avéré que, premièrement, il lui revenait en fait de trouver de l'argent. Et surtout, en s'occupant de son mari atteint de tuberculose, elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même un gros problème en Suisse, à savoir que la Suisse était très connue partout dans le monde pour ses sanatoriums privés, très chers dans les montagnes pour soigner la tuberculose, mais que ça, c'était réservé aux étrangers des élites qui venaient soigner en Suisse, et qu'en fait, le Suisse lui-même, issu des milieux populaires, n'avait pas grand-chose pour se faire soigner de sa tuberculose. Ces sanatoriums lui étaient complètement inaccessibles, beaucoup trop chers, et qu'en fait la Suisse était particulièrement ravagée, et notamment le canton de Vaud, par la tuberculose, peut-être plus que dans d'autres pays voisins. Et donc à partir de là, Charlotte Olivier s'est, pour des raisons personnelles initialement, engagée cette fois-ci de manière beaucoup moins timide. Subitement, elle a un petit peu changé. D'ailleurs, ça se voit sur les photographies. Elle est devenue beaucoup plus affirmée dans son style. Et elle a décidé de prendre à sa charge la lutte contre la tuberculose dans le canton de Vaud. Et finalement, là, elle n'a pas rencontré tant d'obstacles que ça, sans doute parce qu'on est encore dans cette belle époque,
avant la Première Guerre mondiale, où elle arrive à lever des fonds, à créer un dispensaire pour tuberculeux, et finalement il y aura une loi contre la tuberculose qui va être adoptée en 1928 grâce à elle, et elle va être absolument fondatrice des politiques de santé publique à destination des classes défavorisées, et notamment sur le terrain des maladies infectieuses dont la tuberculose dans le canton de Vaud, d'où le fait qu'aujourd'hui Charlotte a un auditoire à son nom et qu'elle a beaucoup marqué les mémoires. Elle n'a pas été oubliée, peut-être aussi tout simplement parce qu'elle a sauvé la vie de beaucoup de gens. D'ailleurs, si vous visitez Lausanne, vous tomberez peut-être sur la plaque en hommage à Charlotte Olivier. Située où déjà ? Rue César-Roux, qui lui a eu la chance d'avoir une rue à son nom. Je me demande bien quel aurait été le parcours de Charlotte Olivier si elle avait vécu à notre époque. Et si on retournait vers le futur ? Alors paradoxalement, je suis pas sûre que Charlotte Olivier aujourd'hui aurait autant de facilité à lever des fonds en si peu de temps. En fait, finalement, comme Charlotte Olivier, elle avance dans un monde dans lequel il y a rien et qu'elle peut montrer que vraiment ça va pas coûter si cher, et tout simplement elle a un raisonnement aussi de dire les forces vives de la nation, on est en pleine période d'expansion à la Belle Époque, sont atteintes par la tuberculose, vous perdez du capital humain, des ouvriers, y compris aussi des non-ouvriers tels mon mari. Je suis pas sûre aujourd'hui que Charlotte Olivier aurait autant de facilité à lever de l'argent pour une autre maladie infectieuse. Dans un premier temps, elle a rencontré des obstacles que ne rencontrerait pas aujourd'hui une femme. Elle s'est quand même un petit peu fait insulter, ou en tout cas pris des remarques très désagréables quand elle a été nommée par César-Roux comme son assistante. Ça, elle n'aurait pas aujourd'hui. On peut quand même le croire assez fortement. Elle n'aurait pas forcément besoin non plus de dire « je m'engage autant parce que je suis personnellement atteinte ». Elle n'aurait pas besoin de cet argument pour s'inscrire dans le champ des maladies infectieuses. Mais en revanche, elle aurait probablement plus de difficultés. Donc elle, je ne sais pas forcément si sa carrière serait si différente que ça à l'heure actuelle. Comme expliqué par Aude Fauvel, des innovations et des pratiques médicales différentes auraient pu voir le jour si les femmes n'avaient pas été invisibilisées. Ça m'a donné envie d'aller plus loin et de questionner Slavica Massina, qui est chargée de mission égalité, diversité, inclusion à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Je lui ai demandé quel intérêt il y a au fond à revisibiliser les femmes. You cannot be what you cannot see. On peut dire qu'il y a un manque de rôle modèle des femmes en médecine et des femmes scientifiques. Justement, lié au fait qu'il n'y a que 1 sur 4 femmes professeurs, par exemple. Slavica Massina m'explique la métaphore des ciseaux employés à l'égard de la carrière académique des femmes versus des hommes. Nous observons qu'il y a la parité entre les hommes et les femmes en début de carrière, où les ciseaux sont fermés. Puis, au fur et à mesure, lorsque la carrière progresse, les ciseaux s'ouvrent et nous constatons une différence frappante dans les chiffres entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui occupent des postes de professeurs, avec environ 25% de femmes qui occupent les postes de professeurs ordinaires. Et ceci est une tendance qui est observée dans toute l'Europe. Est-ce que, comme moi, vous vous demandez comment agir et comment revisibiliser ces personnes dont les accomplissements ont été minimisés ? Oui ? Alors passons au plan d'action avec quelques conseils de nos 2 expertes. Face aux grands hommes de science, Aude Fauvel. Il fallait montrer les grandes dames de science. Montrer la première femme prix Nobel par elle toute seule, Barbara McClintock, quelqu'un d'extraordinaire. Mais on constate qu'on a des jeunes femmes qui nous disent « oui, mais en fait, ces femmes, elles sont tellement extraordinaires. Enfin, moi, j'y arriverai jamais. » Alors que c'est des choses qu'on a mises en avant pour montrer que c'était possible, avait tendance presque à décourager en fait les personnes. Mais alors, y a-t-il une meilleure solution ? Les études montrent que c'est finalement dès l'école primaire qu'on s'aperçoit que si on dit la semaine prochaine, un médecin, un pompier vont venir dans les petites classes et que c'est une femme pompier qui arrive, une femme médecin, il y a des enfants déjà de l'âge de 6 ans qui disent non mais là elles sont déguisées. C'est pas vrai. Où est le vrai pompier ? Où est le vrai médecin ? Donc en réalité, les stéréotypes de genre et les empêchements de se projeter dans l'idée qu'on pourrait être pompière ou médecin, ça commence très très tôt. C'est aussi en montrant inversement pour les hommes qui peuvent être sages-femmes, par exemple, qu'il y a des horizons de possibles, quel que soit son profil genré, y compris homme-femme ou non-binaire. Ça commence dès l'école, dès les petites classes.
Les choses, elles sont déjà jouées au niveau universitaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire parce que les choses peuvent être déconstruites. Mais les mentalités n'ont pas encore changé. D'ailleurs, Slavica Massina m'expose quelques stratégies mises en place dans notre faculté, la FBM, comme par exemple des financements de conférences de recherche dont le programme contient au moins 50% d'oratrices. Cette subvention a connu un grand succès et en 2023, par exemple, il y avait 7 événements qui ont été soutenus. Et puis, c'est en effet suite à une demande de cette subvention faite par Aude Fauvel et son équipe que j'ai pris connaissance de son travail. Je l'avais ensuite proposé pour le prix égalité de 2023. Ce prix est décerné chaque année en reconnaissance d'une contribution exceptionnelle à l'égalité, diversité et l'inclusion dans notre faculté. Nous avons eu des retours sur l'impact énorme du prix en termes de visibilité. Vous vous souvenez lorsque j'évoquais mes trous de mémoire au sujet des premières femmes médecins ? Eh bien, il ne s'agissait pas de trous de mémoire. Malheureusement, ça n'était pas au programme de mes cours. Slavica Massina suggère justement d'inclure des informations sur la contribution des femmes médecins et scientifiques au début des cours, à partir de la première année de bachelor par exemple, et de faire ceci avec un lien entre les disciplines et les facultés. Mais pas seulement. Par exemple, j'ai vu récemment dans les espaces publics universitaires, dans les villes, on pourrait imaginer de revisibiliser les femmes, mais d'une manière permanente. Par exemple, il y a des villes dans le canton de Vaud qui sont en train de réfléchir, d'avoir des œuvres d'art telles que les statues avec des parcours guidés qui pourront ensuite être organisés pour expliquer le rôle de ces femmes dans la science et la société. Et puis, on peut voir par exemple davantage de salles, des bâtiments, des chemins où il y a beaucoup de passages qui portent le nom de ces femmes. La boucle est bouclée. Le chapitre est fermé. Nous voilà de retour à Charlotte Olivier, dont un auditoire du CHUV porte le nom, et de façon permanente. Enfin, espérons-le. Afin de se souvenir qu'elle a marqué l'histoire des sciences médicales avec bien d'autres. Moi, je dirais Marie Curie. J'ai vu qu'à l'EPFL, ils ont renommé la place principale Ada Lovelace. Goodell, avec les chimpanzés. Les femmes dans l'ombre qui ont envoyé la fusée dans l'espace aux États-Unis. Les calculatrices. De la NASA. Ici, on a aussi Ena Hamburger. Mais c'est le plus gros auditoire d'Amphimax, quoi. J'ai envie de dire les noms des auditoires. Charlotte Olivier. Big up aux auditoires, vraiment. Ça sert, hein, ça sert. Oui. Hein. Comme ça, on retient des noms, quoi. Voilà. Au moins quelques-uns. La FBM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique. Cet épisode a été réalisé par moi-même, Nathalie Isors, de l'unité de communication de la FBM, avec le soutien éditorial de Laure Gabu, Clara Soucoupe et Mélanie Affentranger. Musique du générique par Attrick. Mixage par Olivier Lupkeman.